Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont là, on a un bon cru aujourd'hui. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h avec ce cru magnifique, Philippe, David et moi. Oui, c'est vrai. Nous, c'est le premier grand cru classé. Derrière, c'est un peu la piquette. Et moi, je suis bien cuit, vous allez dire. Hein. C'est ça. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Jeanne d'Arc. Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuit. Voilà, c'est... Oh, vous n'avez pas honte de profaner un souvenir fabuleux. On peut rire de tout. Non. Mais là, avec ça n'importe dépend, qui. Comme ça dépend avec qui. Pour la femme au foyer, Oui, comme disait François de Sagan. Oui. Ça commence bien. Allez, ça démarre bien. Je crois que le ton est donné. Et je ne parle pas de Philippe de David, bien entendu. Allez, au sommaire de cette émission, 45,3, c'est le record de prélèvement obligatoire. Avec cette question un peu hard, la France est-elle un pays d'assistés? Alors, malgré les baisses d'impôts appliquées en 2022, le taux de prélèvement obligatoire a encore augmenté d'un point, 45,3 du PIB, selon l'INSEE. Jamais les contribuables, les ménages ni les entreprises n'auront versé autant en une seule année, plus de 1400 milliards d'euros de taxes, impôts et cotisations sociales, Philippe. J'ai même du mal à le dire, tellement ça me paraît énorme. Et puis revenons, tiens, 50 ans en arrière, 1974, le taux de prélèvement obligatoire était de 35%, plus de 10% de moins. Un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui venait d'être élu président de la République, disait « Le jour où la France passera les 40%, nous serons dans le socialisme ». Ils les ont passés en 1979 de mémoire, et en 81, il y avait 42%. On est aujourd'hui à plus de 45%. Alors est-ce qu'aujourd'hui, la France est pour vous un pays socialiste où on vit de l'assistanat, ou est-ce que pour vous, c'est un enfer ultra-libéral? Dans les deux cas, on vous attend. Un seul numéro de téléphone en France et en Navarre, le 0826 300 300. Et la France est-elle un pays d'assistés? Pour l'instant, vous dites oui à 65%. On sait que ça va bouger. Et puis à 18h30, on reviendra sur un autre sujet important. Le gouvernement joue-t-il la lassitude? C'est le coup de projecteur selon la CGT. La journée de mobilisation d'hier a rassemblé plus de 2 millions de manifestants en France, un chiffre en baisse par rapport à jeudi dernier. Mais l'arrivée de la jeunesse dans les cortèges pourrait contrecarrer le plan du gouvernement qui semblait parier finalement, cher Philippe, sur l'essoufflement du mouvement. Oui, Cécile. Et c'est une théorie d'ailleurs que partage Jordan Bardella, le président du RN. Pour lui, Emmanuel Macron jouerait à la fois sur l'épuisement, car il sait que beaucoup de nos concitoyens qui ont fait grève n'ont pas l'argent nécessaire pour continuer à accumuler des jours de grève et arriver à payer leur loyer, à manger et le peu de loisirs qu'ils peuvent se payer quand ils peuvent s'en payer. Il mise sur l'essoufflement. Alors est-ce que pour vous, Emmanuel Macron joue l'essoufflement? Est-ce qu'il joue la montre? Est-ce qu'il joue la lassitude? Ou pas du tout? C'est le cours de la loi. Le Conseil constitutionnel va décider et après on verra. Dans les deux cas de figure, toujours le seul et unique numéro de téléphone à proposer entre 17h et 20h en France. 0826 300 300. Vous le connaissez bien. Avec cette question, le gouvernement joue-t-il la lassitude? Vous dites oui à 98%. On souhaite la bienvenue dans les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et vous pouvez venir chez nous, c'est totalement gratuit, c'est ouvert à tous. Venez comme vous êtes, hein, comme dit une certaine marque. Et puis, voilà. Et bientôt, ce sera d'utilité publique avec Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. Vous ne saluez pas. Il a le ton grave. Mais parce que, je sais pas, bizarrement, j'ai plus d'affinité. Il y a quelque chose qui se passe à l'égard de Cécile. Je voulais lui dire que ce qu'elle avait est très joli. Oui. Vous, c'est sobre, c'est bien. Oui. C'est son côté garçon de café. Comme Olivier d'Artigol d'ailleurs, qui est avec nous, chroniqueur politique. Ça va, bonsoir. Crème, chocolat chaud. La tournée, c'est pour qui? C'est pour moi. Et on vous laisse un pourboire, on voit plus. Hein. Oui, et Tom Conan est avec nous, auteur du livre Pollution, publié chez Albin Michel. Ça va, Tom? Très bien, bonsoir. Mais qu'est-ce que vous avez en noir là? C'est le taux d'impôt qui vous met, c'est ça? Oui. On va faire un casse après. Dans les banques, il paraît qu'il y a des trucs à prendre actuellement. Des perquisitions. Oui. Bon, on sait pas. En tout cas, pas sur mon compte. Hein. Oubliez-le, il se passe rien du tout. C'est la mort cérébrale, mon compte en banque. Je vous passe son RIB. J'ai vu le tweet que vous avez retweeté sur le conseil d'administration du Crédit Suisse. Ah oui. Sur TikTok. Oh, oui. je disais, j'ai retweeté un truc, moi, comme ça? Oui, c'est très drôle. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une petite bande de petits singes qui viennent se servir quand il reste quelque chose. Oui, ça m'a fait rire. Sincèrement, je trouve que sur Twitter, je ne sais pas si vous, c'est pareil, parfois, il y a des gens qui font des blagues très drôles. Ah oui. Et qui ont des vannes très drôles. Et ça fait du bien parce que entre cette hargne sur les réseaux sociaux et ceux qui finalement mettent beaucoup d'humour, et je suis contente de les voilà.
Et C'est assez Philippe important. Bilger, vous avez baillé, on l'a vu. Non, pas du tout. Il a baillé, Il faisait des grimaces. Il a baillé. rire Philippe essaye de me David faire rire, mais en il n'y arrive pas. amplifiant mes narines. Je suis pas sûre. Si un jour on m'avait dit, j'essaye de faire rire Philippe David en amplifiant mes narines et qu'on me Vous dise ne que l'auriez c'était. pas cru. Ah bah Ah Philippe non, ça, Bilger, on l'aurait jamais. pas cru, là. En tout cas, Diane est avec nous au 0826 300 300 de Perpignan. Ah bah, Bonsoir Diane. Bonsoir. Oula. Diane est un être humain ou pas? Non, je suis un être humain. Bon, en tout cas, c'était un lancement qui avait du chien. Il n'y a Oui, pas à dire. c'est ça. On Oui, risque c'est parce pas qu'il y a des d'être chiens mordu derrière. si on vous contredit. Et voilà. Elle est mordue de vous, Diane. Ah, ce serait Oh, si non. bien. Je Ce suis pas serait Niger, trop dire. oui. Mais je devrais essayer d'aboyer durant l'émission. Ah, Je vas-y. crois être encore plus furieux qu'à l'ordinaire. Parfois, On ne sait il jamais. n'y a pas toujours un contradicteur qui vous en donne envie. Et voilà. Ah bah merci, dit-il en me regardant, j'apprécie beaucoup. Bah du coup je vais me venger tout à l'heure. Ah, Il n'y a bah, pas de problème. ça démarre bien. Vous faites quoi dans la vie, Diane? Je suis aide-soignante, j'étais aide-soignante. Ah, on aime bien On les aime beaucoup les aides-soignantes. aides-soignantes. Compliqué aujourd'hui ou pas? En ce moment? Là, je n'exerce plus. D'accord. Mais oui, c'était compliqué, oui, Ouais. c'était compliqué. Ça le devient avec les copines qu'on en parle, oui, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, vous allez être notre vraie voix aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir dans les vraies voix, chère Diane, et vous allez pouvoir jouer Au quiz. au quiz Kikadi et j'en passe et des Et meilleurs. vous savez qu'aujourd'hui, il y a Olivier d'Artigol, donc vous choisissez, vous avez déjà qui ne pas affronter, non? Ouais. Oh, ben, on a un handicap, tout. C'est vrai. Et chers amis, écoutez notre chanson du jour. Live together in perfect harmony. Et voilà. Side by side on my... Stevie Wonder Oui. et Paul McCartney, Ouais, c'est ça. Ebony Voilà. et Ivory, sorti le 29 mars 1982, une chanson devenue mythique, première place du top Billboard pendant 7 semaines, 4e meilleure vente de l'année 82 aux États-Unis. Et cette chanson Ebony and Ivory, ça veut dire que c'est les touches blanches et les touches noires, pour expliquer que finalement le vivre ensemble fonctionne plutôt pas mal. C'est Donc, merveilleux. je Bon trouvais bah ça si très c'est bon. une chanson qui le dit, hein, Ah bah, voilà. Oui. Oui, bah oui, c'est ce que Forcément, c'est ouais. c'est ça. C'est beau Au ce que moins, je dis. la hein. musique Ouais. fait passer le reste. Vous voyez, Ah il oui, dit c'est pas vrai. que des conneries. Et on a eu Non, l'anglais je de, suis on a eu d'accord. l'anglais de Philippe David qui s'est perfectionné. Ah, je trouve. absolument. Parce qu'il y a quelques années, c'était encore type Arafat un peu. Oui. Et- Non, mais là, c'est. You non, understand it is difficult. Tu étais très bien, tu étais très bien. Ouais. Ouais, il était Oh, bien, merci. il s'est entraîné. Non toute mais la Philippe a matinée. fait un stage à l'étranger peut-être cet Ah non, été pas du tout. Non Non. Non. C'est pas- enfin si en Espagne, mais je parlais pas anglais. Ah, hein. en fait, c'est pas le vrai Philippe David. Il y a une main à l'intérieur, vous savez. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et Philippe Bilger voulait requérir contre le député Aurélien Taché qui affirme, je cite, que Macron a banalisé l'extrême droite et cherche à diaboliser la gauche. En effet, Aurélien Taché a une pensée très originale. Déjà, c'est important d'avoir une pensée. C'est Oui. tout sauf un imbécile. Et donc, j'attache du prix à ce que je considère comme ses erreurs. Dire qu'Emmanuel Macron a banalisé l'extrême droite, je trouve que ça n'est pas exact. L'extrême droite s'est banalisée à la suite, me semble-t-il, de sa victoire beaucoup plus importante qu'elle ne le pensait aux législatives, et d'autre part à sa tenue au moins superficielle à l'Assemblée nationale. Alors on pourrait dire qu'Emmanuel Macron a banalisé l'extrême droite, mais Aurélien Taché ne serait pas d'accord avec mon argumentation si on considérait que Emmanuel Macron, par sa faiblesse régalienne, a amplifié en réalité l'avancée du Rassemblement national. De l'autre côté, c'est encore plus faux. Comment peut-on dire qu'Emmanuel Macron a diabolisé l'extrême gauche comme si elle n'était pas capable, et elle l'a démontré, de le faire elle-même? Donc derrière cela, il y a une espèce de catéchisme progressiste, absurde, qui attaque Emmanuel Macron là où pour une fois il est innocent. Il y aurait tant d'autres De choses à griefs dire. à faire. Ouais. On Comme il est pourra demander innocent. à François Levoix demain. Le Tom- procureur plaide l'acquittement. Tom En Conan. tout cas, la réquisition contre Aurélien Taché. Ouais, je pense que je sais pas si c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche qui est mise en avant dans tout ça. Ce qui est certain, c'est que c'est la radicalité et la radicalisation qui est vraiment le mot de l'époque. Moi, je le pense depuis des C'était un années. de vos livres, ça fait radical. Ouais, et j'en suis toujours convaincu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les partis jusqu'au boutistes, les mouvements extrêmes, en tout cas dans leur portée, dans leur intention, qui remportent la mise. Et c'est pas uniquement
pour des raisons stratégiques et idéologiques véritablement d'ailleurs, parce que parfois il peut y avoir une grande pauvreté derrière certains mouvements radicaux justement, parce que c'est assez facile d'être radical et c'est plus difficile d'être modéré, d'avoir des positions modérées, mais c'est pour moi des raisons purement médiatiques et de réseaux sociaux. C'est qu'en faisant du bruit, en disant des choses extrêmes, radicales, clivantes comme on dit, que effectivement on remonte dans les algorithmes, qu'on se fait connaître, etc. Et beaucoup de gens, les 5-10 dernières années, y compris des partis et des personnalités politiques et médiatiques, se sont fait connaître avec ce genre de stratégie. Ouais. Olivier d'Artigol. Le problème, c'est que Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur l'idée d'un dépassement du clivage politique. Et il a théorisé par la suite le fait qu'il était à lui seul le camp de la raison, flanqué de deux extrêmes aux deux bouts de l'échiquier politique. Et je crois qu'en faisant ça, il abîme la démocratie, il abîme le débat démocratique. Et peut-être qu'il y a dans l'idée d'Aurélien Taché qu'au final, le macronisme serait la dernière étape avant ou l'accession de Marine Le Pen au pouvoir, ce que certains pensent, même pour certains commentateurs, ce serait même inéluctable, et ou alors le chaos. Ou alors quelque chose qui verserait vers la zadisation de la vie politique française pour aller vite. Donc, d'une certaine manière, j'entends le procureur ce soir. Mais il ne faudrait pas totalement exonérer le président en exercice sur son bilan concernant la qualité de notre vie démocratique. Je vais tâcher de réfléchir. C'est ça. Eh ben, nous aussi. Mais ce qui est quand même dingue, c'est que pendant des années, on s'est plaint finalement d'un bipartisme et d'une alternance qui était un petit peu ennuyeuse entre la gauche et la droite. Là, on est quand même dans autre chose. On a beau dire, on est clairement dans d'autres stratégies. On ne sait absolument pas demain comment effectivement les agencements seront faits. Et même Macron demain sera sans doute en difficulté pour pouvoir faire d'autres réformes. On ne sait toujours pas pour qui voter. Hein, même si... Voilà, non mais en fait, on va dans un régime finalement où il y aura des coalitions en réalité et sans doute même une nouvelle république, donc ça sera encore plus précis là-dessus. Eh ben on en parlera plus tard quand ce sera le moment des élections et on verra. Dans un instant, on va revenir sur ces prélèvements obligatoires qui ont largement augmenté, 45,3, qui est un record. Et on vous pose cette question, est-ce que la France est un pays d'assistés ? Pour l'instant, Sandra nous dit notre pays est fait d'assistés qui siègent au gouvernement. Vous voulez en parler ? 0826 300 300, c'est votre émission jusqu'à 19h. À tout de suite. On vous souhaite la bienvenue, on espère que vous êtes nouveau, ça se trouve vous venez de nous rejoindre, oui, bonsoir, vous êtes tombé par hasard sur Sud Radio et vous vous dites oh bidon c'est pas mal, ils ont l'air sympas cette bande de joyeux lurons avec Philippe David qui est avec moi jusqu'à 20h bien sûr, on est ensemble mais pas ça dans la vie. Ça va me paraître trop long hein. Non, oui ça va me paraître très long, déjà c'est long. Philippe Bilger est avec nous, Olivier d'Artigol est avec nous et Tom Conan est avec nous bien entendu et vous aussi au 0826 300 300 on vous ouvre le micro quand vous voulez et sur les sujets que vous voulez. En attendant, les 3 mots de l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bienvenue Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont entrave, lycée et visite. Le SAMU a-t-il été empêché d'intervenir à Sainte-Soline ce week-end ? La famille du manifestant le plus grièvement blessé porte plainte pour entrave à l'arrivée des secours. Pas de lycée Angela Davis à Saint-Denis. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, refuse qu'un établissement porte le nom de cette figure américaine de la lutte antiraciste. Et puis la visite de Charles III en France annulée pour cause de mouvement social. Qu'à cela ne tienne, le roi vient d'arriver en Allemagne. Les vraies voix Sud Radio. Il est toujours entre la vie et la mort, atteint à la tête par une grenade lacrymogène samedi. La famille du Toulousain de 32 ans, grièvement blessé à Sainte-Soline, porte plainte pour tentative de meurtre, mais aussi pour entrave volontaire à l'arrivée des secours. Depuis samedi, les autorités expliquent qu'il fallait sécuriser les lieux avant d'autoriser les secours à se rendre sur place. Ces derniers, les secours, attendaient donc le feu vert du commandement pour pouvoir secourir les blessés. Or, le rapport officiel de la gendarmerie note un relatif retour au calme à partir de 14h20 ce jour-là, soit une demi-heure avant cet appel au SAMU des Deux-Sèvres. Tendez bien l'oreille. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas d'hélico ou de moyens sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Enregistrement dévoilé par Le Monde et diffusé par Mediapart. Un autre manifestant a été grièvement blessé puis hospitalisé dans le coma lors de ces affrontements sur le projet de méga-bassine à Sainte-Soline. Ces jours à ce deuxième manifestant ne serait plus en danger.
Une réaction, Philippe, bizarre. Je ne suis pas sûr d'être capable d'une totale objectivité quand j'entends ces choses-là. D'une part, évidemment, je continue à penser que l'extrême gauche et des gens qui venaient seulement en découdre avec les forces de l'ordre ont été présentes et ont été présents, pardonnez-moi, et d'autre part que le phénomène de judiciarisation est une manière de continuer le combat. Alors peut-être la préfète a indiqué les raisons selon lesquelles il a fallu d'abord sécuriser. Elle a peut-être tort, je n'en sais rien, mais pour l'instant, je vais plutôt du côté de la vérité officielle. J'ai vu la déclaration de la préfète des Deux-Sèvres. On ne peut en aucun cas penser que l'autorité préfectorale a fait en sorte que des personnes en urgence vitale puissent ne pas être secourues. Et il y a aussi... Ce serait dingue. Donc il vaut mieux dire ça pour ne pas alimenter notre réseau. Un enregistrement circule où on voit qu'à un moment donné, il y aurait pu y avoir la possibilité d'intervenir. Il faut le contextualiser, comme on dit. À quel moment cette discussion a lieu? Qu'est-ce qui se dit avant? Qu'est-ce qui se dit après? Et j'espère qu'on aura des éléments permettant d'avoir des réponses. Mais on ne peut pas, il faut aussi laisser le temps. Je ne sais pas s'il y aura une enquête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met quand même, effectivement, on n'a pas du tout l'ensemble des éléments, mais ça met quand même beaucoup d'huile sur le feu par rapport au débat par ailleurs qui existe sur les retraites, qui n'est évidemment pas lié en tant que tel, mais ça crée quand même un climat et une espèce de suspicion vis-à-vis, encore une fois, des autorités de manière générale, et c'est très dommageable parce qu'après ça rejaillit sur l'ensemble après des autorités, de ceux qui sont représentants ou qui incarnent une mission officielle quelle qu'elle soit, parce que ça devient ensuite ancré dans l'inconscient des gens et c'est très compliqué après de le défaire, y compris si ensuite les éléments concrets vont dans l'autre sens. Autre sujet, il n'y aura pas de lycée Angela Davis à Saint-Denis. Eh oui, Angela Davis, figure de la lutte contre les droits civiques, militante de l'égalité entre noirs et blancs aux États-Unis, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'oppose au choix de son nom, au choix du conseil d'administration de ce nouveau lycée. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, Pierre Perret, dans sa chanson, évoquait Memphis et non pas Saint-Denis. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Le nom d'Angela Davis ne fait pas consensus, déclare Valérie Pécresse. Elle pointe ses prises de position critiques sur la France. L'ex-candidate LR saisit même le ministre de l'Éducation et le préfet de région sur ce sujet. Dans son viseur, une tribune co-signée par des intellectuels du monde entier, dont l'universitaire américaine communiste. C'était en 2021. Tribune qui fustigeait à l'époque, je cite, une mentalité coloniale dans la gouvernance française vis-à-vis des personnes, je cite toujours, racisées. Il était question des restrictions sur le port du voile ou de la dissolution du collectif contre l'islamophobie, le CCIF. Valérie Pécresse affirme aussi que malgré son engagement pour l'égalité et la dignité, la thèse du racisme systémique défendue par Angela Davis nourrirait, je cite, les replis communautaires. Son groupe régional LR et apparenté propose donc de rebaptiser le lycée au nom de Rosa Parks, autre figure de la lutte contre le racisme aux États-Unis. Il faut bien concéder quelque chose de positif à Valérie Pécresse. Je vais le faire. Et ce qui serait intéressant, parce que je l'ai appris récemment, Rosa Parks, pour moi, est une héroïne. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a été précédée en réalité par une jeune lycéenne qui a refusé de céder la place, et c'est formidable, je n'ai plus son nom, mais ça, ce serait extraordinaire de nommer une toute jeune qui a précédé l'acte formidable de Rosa Parks. Oui, alors pour ça, pourquoi pas, mais après, honnêtement, aucune personnalité intellectuelle dans le monde culturel, artistique, si vous voulez, est incontestable. Il y a toujours des prises de position. Si vous prenez la totalité des collèges, des lycées qui portent le nom d'une personne, on pourra toujours retrouver des prises de position qui sont problématiques. Donc à un moment donné, voilà, si on considère qu'une personne a suffisamment contribué au champ intellectuel, culturel, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Ou alors, il va falloir débaptiser beaucoup d'établissements. Un mot court, très court. Quelle polémique inutile et frappée de bêtises. Si au moins cette intervention peut permettre à certaines personnes de se renseigner, de s'informer sur le parcours d'Angela Davis, tant mieux, ce sera des... Je suis pas fan d'Angela Davis, je la comprends totalement. Non, mais je dis simplement que si on y va sur ce terrain-là,
alors on va reposer la question sur un très grand nombre de normes. Oui, bien évidemment. Donc, c'est une polémique aujourd'hui inutile. Et si le conseil d'administration de l'établissement en a décidé, c'est que tout simplement les personnes autour de la table ont trouvé que c'était un nom acceptable, et il est ô combien acceptable. Il est même glorieux. Philippe, vous ne craignez pas, Olivier, que ce soit une politisation forcenée de la part de... Mais la politisation vient de l'intervention de Valérie Pécresse. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Elle donne de l'écho à la chose. Et du coup, on n'aura plus le temps de faire la troisième info de notre ami. Charles III est en Allemagne. Voilà. L'avion s'est posé. Merci, au revoir. Oui, c'est bon, il est arrivé. Et pourquoi l'Allemagne? On ne sait pas trop. Non, relancez pas. Parce que la France s'était annulée, on n'a plus le temps. Pourtant, la nouvelle la plus importante. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. On va revenir sur c'est le taux de prélèvement obligatoire qui est au plus haut. C'est un record en France, 45,3%, avec cette question un peu gâche. Est-ce que la France est un pays d'assistés? Vous dites oui, vous dites non. En tout cas, vous dites oui à 65% sur notre compte Twitter. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que vous allez bien. En tout cas, on est ravis de vous accueillir tous les jours. Et puis, vous pouvez nous donner votre avis sur l'émission, nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si c'est intéressant, parce que sinon on s'en moque. Oui. Tom Conan, mon Dieu. Mais quelle impertinence. Et qui se lâche, là. Dis donc. Écoutez, c'est la fin de semaine. Enfin, pas tout à fait, quand même. Au milieu, c'est quoi? Dans les périodes de manif, le mercredi, c'est déjà la fin. On n'a pas les mêmes semaines, Tom Conan, visiblement. Olivier d'Artigol est avec nous. Et bien sûr, Philippe Bilger, comme tous les jours, et vous au 0826 300 300. En tout cas, on vous accueille jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'INSEE vient de publier le bilan des comptes publics en 2022. La pression fiscale n'a jamais été aussi forte en France. Le taux de prélèvement obligatoire a atteint un record historique de 45,3% du PIB. Les impôts et les cotisations sociales n'ont jamais été aussi élevés en France. Ce sont plus de 1000 milliards d'euros. Ça inclut les cotisations sociales, la TVA, la CSG, l'impôt sur le revenu. La France affiche des déficits publics et un niveau de dépenses publiques parmi les plus élevés de tous les pays de la zone euro et d'Europe. C'est délicat. Et vous l'avez entendu, malgré la baisse d'impôts appliquée en 2022, le taux de prélèvement obligatoire a encore augmenté d'1 point à 45,3% du PIB selon l'INSEE. Donc jamais le contribuable, ni les entreprises, ni les ménages n'auront versé autant d'argent en une seule année. On l'a entendu, 1400 milliards d'euros de taxes, d'impôts et de cotisations sociales. Philippe, je n'arrive pas à le dire sans buter, c'est pas pourquoi, ça me fait mal. Oui, vous avez bien entendu, il y a 50 ans, le taux de prélèvement obligatoire était à 35%, et Valéry Giscard d'Estaing, qui venait d'être élu, disait qu'à 40% on serait dans le socialisme. On n'est jamais descendu en dessous. Est-ce que vous trouvez qu'on paye trop d'impôts, et surtout que les services publics rendus ne sont pas au niveau des impôts payés, où vous dites c'est normal, on ne paye pas encore assez d'impôts pour que les services publics soient au niveau? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300, où vous aurez la douce voix d'hôte pour vous répondre. Qu'on embrasse d'ailleurs. La France est élue un pays d'assistés, vous dites oui à 67%. Pour en parler, Nicolas Lecossin est avec nous, directeur de l'IREF, Institut de recherche économique et fiscale, think tank libéral. Bonsoir. Philippe Bilger, je sais que vous êtes un peu fâché avec l'économie, mais parfois elle m'aime bien. Mais en matière d'impôts, ce chiffre qui tombe, encore une fois, problème de calendrier, ça tombe mal. On n'est tout de même pas, me semble-t-il, dans une France socialiste. J'ai été frappé quand j'ai comparé, par exemple, avec le Danemark, qui n'est pas très éloigné de notre taux de prélèvement obligatoire. Les Danois, semble-t-il, ne se plaignent pas de ces prélèvements obligatoires et ne considèrent pas que leur peuple est fait d'assister. Et je me demande si la France n'a pas une extrême difficulté à appréhender les exigences de l'égalité sociale et de la solidarité. Mais ce qu'a dit Philippe tout à l'heure est très vrai. Il me semble que c'est en partie parce qu'on ne perçoit pas dans la qualité de nos services publics la répercussion de ces prélèvements obligatoires qui sont tout de même considérables. Il y a deux questions posées sous ce thème. D'abord, est-ce que l'impôt est justement réparti? Est-ce que les uns
et les autres au regard de leur capacité contributive, est-ce qu'il y en a qui passent à travers les mailles ou pas? J'étais très attentif sur les dernières heures sur le scandale touchant le système bancaire français et ce que moi je le découvre pas, mais le niveau abyssal de la fraude fiscale qui est une perte à gagner. Et la deuxième question, qui peut toucher le consentement à l'impôt, c'est savoir est-ce que c'est efficace. Est-ce que, au regard de cet effort contributif, nous avons autour de nous un hôpital qui fonctionne bien, une école, les services petite enfance, les services pour nos anciens, les seniors. Réponse, et donc il y a en effet sur cette seconde question une dégradation du service public qui pose un problème, y compris pour certaines personnes sur le consentement à l'impôt. Tom Conan. Oui, effectivement, moi je pense qu'il y a quand même un vrai problème dans la perception des impôts en France. Il y a une grande partie des personnes finalement, même ceux qui sont favorables potentiellement aux impôts, à plus d'impôts, qui considèrent quand même que c'est globalement relativement mal géré. C'est souvent ceux qui n'en payent pas qui sont favorables à plus d'impôts. Hein. Ouais, non mais je veux dire, les gens considèrent quand même qu'effectivement, considèrent quand même que globalement l'école, l'hôpital, la justice, etc. ne fonctionnent pas de manière très optimale et que donc en effet la gestion publique de ces services n'est pas efficiente. Donc en fait c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'on considère qu'en effet l'effort collectif est quand même important, substantiel par rapport à d'autres pays comparables de l'OCDE, d'autres pays riches, et que donc effectivement il devrait y avoir des services publics qui marchent super bien. Or effectivement c'est quand même loin d'être le cas. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense quand même, c'est que il y a la question de la charge d'intérêt de la dette. Alors je crois que c'est à peu près 50 milliards. C'est le deuxième budget de l'État. C'est un peu plus maintenant. C'était 50 milliards à peu près, mais je crois que ça doit être un peu plus maintenant. Et donc en fait tout le souci, c'est que demain on se dit, si on réfléchit 2 minutes, on va en fait passer une grande partie du temps avec les impôts à les affecter au remboursement de la dette et à l'intérêt de la dette en particulier, plutôt qu'à faire des services publics plus efficaces. Et ça, c'est quand même très problématique parce que c'est de l'argent, comme on pourrait dire, foutu par la fenêtre. Nicolas Lecossin, la comparaison avec le Danemark de Philippe Bilger, est-ce qu'on consent mieux à l'impôt quand on a des services publics top niveau, comme au Danemark par exemple, où a priori les services publics sont excellents, alors qu'en France on paye autant d'impôts qu'au Danemark, mais que les services publics régaliens sont tous, vous me passerez l'expression, à la rue? Visiblement, plus on a des prélèvements obligatoires, plus les services publics se dégradent. Ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. Le Danemark, c'est un cas particulier parce que c'est vrai qu'ils ont des prélèvements élevés, mais ils ont moins de dépenses publiques, moins de dépenses sociales. Et puis, on peut comparer avec d'autres pays, on peut comparer avec des voisins comme la Suisse. C'est 15 points de moins. 15 points de moins de prélèvements obligatoires. On peut pas dire que si on va en Suisse, on est abandonné sur le bord de la route. Moi, j'ai pas vu, je sais pas si quelqu'un l'a vu, ou devant un hôpital, ou je sais pas, où il n'y a pas de train qui marche bien. Non, c'est pas du tout. Donc, comme quoi, on peut faire mieux avec moins d'argent dépensé, avec moins d'impôts. Vous voulez réagir, Olivier D'Artigol, je crois que je voyais deviner. Faire mieux avec moins, moi je suis d'accord pour qu'on passe l'ensemble des prélèvements au peigne fin. Et qu'on puisse voir ce qui est efficace, ce qui n'est pas efficace. Je sais, moi, je vais vous poser une question, comme élu local, je sais qu'il y a 140, allez, on peut aller au 140 milliards d'aides aux entreprises. Certaines sont efficaces, d'autres ne le sont pas. 0826 300 300, Diane qui est avec nous. Diane, une réaction, forcément. Oui, la réaction, c'est que oui, on est de plus en plus assisté et ça le deviendra de plus en plus. Quoi qu'il en coûte, il faut bien le payer, il faut bien qu'on le rembourse, parce que tous les services que vous dites là, il faut bien le payer, il faut bien sortir l'argent de quelque part. Donc, à partir de là, la France, on n'est plus maître de la France. C'est l'Europe qui est maître de la France. Donc là, l'argent que les Européens, qu'on doit rembourser à l'Europe et qu'on doit redonner, il va bien falloir le sortir. Donc, systématiquement, on va payer dans tout. Dans tout, même les services, la sécu, les allocations et tout ça, et les fraudes, la carte vitale, il faudrait regarder aussi. Il n'y a pas que les comptes bancaires qui sont en train. Pourquoi ils y vont pas sur les cartes vitales? Parce qu'attention, là aussi, il y a de la fraude. Et il n'y en a pas de petits. C'est des grosses fraudes. Et qui nous en coûtent à nous, parce qu'on ne peut plus se soigner par rapport à tout ça. Oui, restez avec nous. Quand même réagir. Restez avec nous, Diane. Une réaction. Il y a certainement l'importance de la fraude fiscale et sociale, mais pour compléter la dernière intervention d'Olivier D'Artigol, ce qui me frappe, c'est que vous avez dit que on pouvait faire mieux avec moins, mais à chaque fois qu'on demande au pouvoir en place les postes de réduction, il est incapable de les proposer. Est-ce qu'au fond, c'est si facile de réduire quand on veut des services publics performants?
C'est vrai qu'ils sont incapables parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Même la Cour des comptes le dit. On connaît à peu près le nombre exact de fonctionnaires en France à 200 000 près. 200 000 près, ça fait quand même un sacré budget. Pour ce qui est des fraudes sociales, le dernier rapport de la Cour des comptes... C'est l'équivalent du nombre de militaires. C'est 209 000 exactement, militaires. Exactement. Pareil pour la fraude sociale, la Cour des comptes, le dernier rapport de la Cour des comptes, ils disent, bon, on est à entre 7 et 10 milliards de fraudes, mais on ne sait pas très bien. On n'est pas sûr. C'est pas normal quand même. Donc, est-ce qu'on est à 10 milliards ou est-ce qu'on est à 40 milliards de fraude? Ça fait une différence, c'est déjà énorme. Il faut voir exactement où va l'argent, ça, on est bien d'accord. Il faut faire des contrôles. Il faut voir ceux qui en ont besoin. Il y a des personnes qui ont besoin effectivement d'aide sociale. Il faut regrouper les aides sociales en une seule aide sociale. Il y en a plein. Il y a plus d'une trentaine d'aides sociales en France. Donc du coup, on est complètement perdu. Même ceux qui les distribuent ne savent pas exactement. Je vais vous donner un exemple. Il y a plein de gens qui ont le droit au RSA qui vont pas le demander parce que c'est trop compliqué. Oui, tout à fait. Par exemple. Les non-recours, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vous permettez 0826 300 300. Rose est au standard avec nous. Bonsoir Rose. Bonsoir Rose. Oui, bonsoir. Alors je vous remercie d'avoir pris mon appel. Bonsoir à tout le monde. Alors moi je trouve qu'on paye trop d'impôts. Oui. Moi je suis classe moyenne. J'ai une activité professionnelle, je suis salariée et je suis aussi également exploitante viticole par mes parents. Voilà, j'ai des vignes que j'exploite, donc ça fait 17 ans que je fais les deux, que je consacre mes vacances, mes week-ends. Et je suis cotisant solidaire, c'est-à-dire que je paye des cotisations et je n'ai pas le droit ni à la retraite, ni à la sécurité sociale. Ce qui est dingue. Donc voilà, je me dis, il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Et alors, ils nous ont quand même fait un abattement d'impôts, un peu supplémentaire. Mais voilà, on ne va pas rembourser les années où j'ai payé plein pot et j'ai eu le droit à rien. Et je trouve que, moi, j'ai pas le droit aux aides de d'essence, enfin, toutes les aides là, qui sont proposées. Je suis seule avec 2 enfants. Je l'ai fait pour pouvoir élever mes enfants, qu'on ait des revenus confortables et qu'on manque de rien. Mais c'est de gros sacrifices. Et je me dis, j'ai encore, je sais pas combien d'années à travailler comme ça. Enfin, je me dis, voilà, c'est compliqué. On en a marre, quoi. Voilà. Quel scandale. Restez avec nous, Rose. Pour contribuer un peu à ce que dit Madame, dans un genre assez proche, je prenais un café avec une amie hier qui travaille dans une entreprise depuis un peu plus de 2 ans. Mais on travaille aussi et pendant un peu plus de 2 ans et qui donc finalement s'est fait dégager. Comme c'était un statut auto-entrepreneur, elle était à plein temps, mais en auto-entrepreneur. Du coup, elle pouvait pas faire d'autres choses à côté. Donc évidemment, elle a aucune indemnité parce qu'il y avait des conditions de chiffre d'affaires annuel, plus d'autres choses tout à fait complexes, assez typiques évidemment de notre magnifique système français où évidemment on pense pouvoir avoir droit à quelque chose et en fait non, parce qu'elle n'avait pas déclaré. On est toujours entre deux. Il manquait 500 € de chiffre d'affaires. En fait, elle était trop pauvre. Donc évidemment, quand elle était trop pauvre, elle a été sanctionnée. Donc du coup, elle n'aura rien. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quand même terrible parce qu'une personne comme ça se retrouve du jour au lendemain au RSA alors qu'elle travaillait à plein temps. L'ubérisation de notre société et de pans entiers d'activités au-delà des Uber que nous connaissons est un vrai sujet, bien sûr, notamment concernant des travailleurs pauvres qui ne se retrouvent sans aucune aide et dont le revenu dont le montant des revenus ne leur permet pas d'avoir une vie digne. C'est un vrai sujet. Et moi, j'ai beaucoup de copains qui sont dans cette ubérisation sur des activités et je peux vous assurer que c'est pas un modèle que je souhaite se développer. Les amis, ça fait énormément réagir. Sébastien qui nous appelle de Bordeaux. Sébastien, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir. Et je suis vraiment content d'être avec vous. Nous aussi, on est très contents. Nous aussi. Alors, donc moi je vais essayer de faire bref parce que malheureusement j'ai pas entendu tous les débats parce que j'étais au téléphone avec Aude. Avec Aude. Et donc en gros moi je viens de Belgique, donc je vous ai déjà appelé plusieurs fois sur différents sujets. Je suis plaquiste à Bordeaux et ça fait 3 ans que je suis en France. J'ai connu la France en 2007. Donc les impôts, en fait, j'ai vraiment vu une différence entre 2007 et maintenant, ici en France. Sachant qu'en Belgique, on est quand même déjà pas mal taxé. Oui. La différence étant que en Belgique, on a encore des services publics. Je veux dire, on doit aller chercher la carte, ça se passe tout de suite. On voit quelqu'un, on a besoin de toucher le chômage, on a un syndicat, il y a quelqu'un devant nous qui nous parle, qui nous dit ce qu'on doit faire, et pas un PC. Je veux dire, en fait, il y a une espèce de délitement, même le service postal ici en France. Oui, c'est totalement déshumanisé, c'est ce que vous voulez dire. C'est appuyer sur la touche dièse et appuyer sur 1.
Ouais, exactement. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est que, oui, vous êtes déjà, franchement, hein, vous êtes champion. Moi, je pensais que la Belgique était bien devant, mais je pense que vous avez rattrapé le coche. Mais du coup, la question se pose, mais alors, où vont les services publics? Enfin, je veux dire, si c'est pour financer le service public, qu'on en ait un minimum. Pourquoi est-ce que maintenant les bureaux de tabac sont obligés de faire et les cartes de préfecture et les amendes et les machins? Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils sont où les gens? Enfin, je veux dire, les gens qui sont censés payer pour ça, ils sont où? On peut plus accéder à une personne physique qui nous explique calmement, clairement. Ouais, c'est ça. C'est très intéressant par rapport Reste à la avec nous, Belgique. Sébastien. Mais juste un mot, Cécile. Je trouve que la perversion d'aujourd'hui, c'est qu'on nous présente assez systématiquement la rationalisation comme un progrès. Alors que la rationalisation telle qu'on l'appelle et telle qu'on la caricature, c'est le catch-sexe de la pauvreté. Nicolas Lecossin, il y a une chose qui m'amuse, on qualifie Macron d'ultra-libéral, et pourtant, jamais les impôts ont été aussi élevés en France. Est-ce que c'est pas un peu amusant quand même? C'est très amusant, ça fait plusieurs fois on l'a qualifié de ultra-libéral, de néolibéral, et on est quand même champion du monde, hein, dépenses publiques, dépenses sociales, 32-33% du PIB. Hein, on est champion, pas seulement au foot, on est champion du monde. On est vice-champion du monde au foot. Merci de... c'est vrai qu'on a plus on a donné de l'argent à ces services publics, moins on a eu des services en fait. Les gens se plaignent, tous les gens qu'on côtoie, qu'on voit, on reçoit des témoignages aussi à l'IREF qui sont inscrits à Pôle emploi et autres, pour donner qu'un seul exemple, se plaignent des services qui leur sont accordés. Donc ce n'est pas normal d'avoir tout monopolisé au sein d'une administration, au sein d'un service public, au lieu de laisser la liberté aux Français de choisir, tout simplement. Comme ça, ils pourraient comparer et choisir les meilleurs services. Alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est que malgré tout, il y a eu quand même beaucoup de crises. Hein. Évidemment, ça a échappé à personne depuis, disons, 2008. Alors, évidemment, je ne parle même pas d'avant, mais la crise de 2008, la crise des dettes souveraines dans les années 2010, la crise du Covid, on pourrait même parler des gilets jaunes, etc. Donc, la France a connu beaucoup de crises, et comme d'autres pays. Et honnêtement, il faut quand même se rendre compte que malgré tout, le fait d'avoir beaucoup de coussins amortisseurs avec l'ensemble des aides sociales, des emplois publics, etc., qui sont plus garantis par définition que les emplois privés, fait aussi que le pays est beaucoup plus résilient. Et ça, faut quand même se rendre compte. Effectivement, il y a des pays beaucoup plus libéraux qui peuvent avoir des performances économiques bien plus importantes. Par contre, il peut y avoir aussi des trous d'air plus importants. Et quand vous regardez malgré tout les pays les plus résilients sur les longues périodes, c'est quand même des pays où les prélèvements obligatoires sont quand même assez élevés. Pas forcément aussi élevés qu'en France, mais même par exemple l'Allemagne est un pays où il y a des prélèvements quand même assez élevés. L'Angleterre aussi relativement. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, à nos auditeurs aussi, Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF, Institut de recherche économique et fiscale, et ce think tank libéral. Merci Rose, merci Sébastien, merci Diane. Vous continuez à nous appeler 0826 300 300. Diane, vous restez avec nous dans un instant. Je gagne ou je perds contre l'un d'entre vous. La crise du Kikadi. La crise du Kikadi, où je me suis fait humilier la dernière fois. Voilà, et ça peut recommencer. À tout de suite. Chers amis, vous avez demandé la mauvaise foi, ne quittez pas. On vous les passe au 0826 300 300, et c'est Diane qui est avec nous. Diane, qui n'est pas de mauvaise foi. Qui peut... on ne sait pas, peut-être. On ne sait pas d'où elle est. Qui peut l'être? De Perpignan. De Perpignan. Est-ce qu'il y a des gens de mauvaise foi à Perpignan? Diane, vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous. Diane, j'ai envie de vous dire tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et donc Diane, vous allez devoir choisir contre la personnalité de votre choix. Contre qui voulez-vous jouer? Contre Philippe Bilger, Olivier d'Artigol ou Tom Conan? Je pense Tom Conan. Ah bah dis donc. La question c'est pourquoi. Moi ça m'intéresserait de savoir pourquoi. Vous voulez que je vous dise? Alors je vais vous dire Tom, parce que vous avez dit il y a quelques instants, je me suis fait humilier la dernière fois, donc elle a de nouveau envie que ça arrive. Il y a un peu de sadisme dans l'air. Vous aimez bien les humiliations. J'aime bien me faire fouetter, effectivement. Vous avez pris un café avec une amie, bon, c'est plutôt impressionnant. Alors, au nom de cette humiliation, merci beaucoup Diane. On vous remercie, ça va lui rabaisser son caca au moins pendant 10 minutes. Voilà. Plaisant. Avant de repartir de plus belle. On est joueurs. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, question Kikadi. Kikadi, Emmanuel Macron prend un plaisir malsain à voir ces tensions agiter les mobilisations pour ensuite venir apparaître comme l'homme de l'ordre, l'homme qui viendrait rétablir la sécurité face au chaos. Mélenchon. Non. Pas le même bord. Non.
On est de l'autre côté. On est de l'autre côté. Bardella. Qui est-ce qui a dit Bardella? Olivier d'Artigol, 2 points pour dans Diane. le même camp, heureusement. 2 points pour Diane. Et clac. C'est 2 points d'un coup, Le problème de ces finalement. questions, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent les prononcer. C'est ça le problème. Sinon, c'est pas drôle. Deuxième question. C'est un jeu idiot, mais c'est un jeu quand même difficile. Excusez-moi. On a eu une longue discussion avec Cécile. Il faut mettre le jeu au niveau des vraies voix. Voilà, Donc, voilà. c'est ça. Non, mais dès qu'on répond comme ça, on a 2 points. Parce qu'on avait des questions intelligentes et on les a données à une autre radio. Question Kikadi 2. Par rapport à la rencontre entre Elisabeth Borne, les syndicats et la question de la réforme des retraites, Kikadi, l'idée n'est pas d'avoir un deuxième débat parlementaire. Du SUP. Non. Berger. Non. Non, c'est du ministre. Borne. Non. Ah oui, mais c'est du SUP. Non. Non, j'allais dire. Non, pas Véran. Diane. Diane. Bayrou. Pensez à une ville de Bourgogne. Édouard C'est un ministre. C'est un ministre. Ville de Bourgogne. Beaune. Bah voilà, bonne question. Bravo. Là, on a été aidés. Mais je précise que Philippe Bilger a regardé sur son téléphone. Non. Non, c'est pas vrai. Tom, ça fait 4-0. Et Tom, on ne balance pas. Question accusation. Qui a accusé Elisabeth Borne d'être la première ministre de l'impasse? Oui, mais il y a tellement de... Oui. Ah, Mélenchon peut regarder une chose. Non. Diane, vous avez dit quoi? Mélenchon. Mélenchon. Vous avez dit Mélenchon. Il est sénateur et socialiste. Mélenchon, il regarde. Oui, Patrick Caner. Il l'a dit. Patrick Caner, chef des socialistes au Sénat. Voilà. On continue. Question Kikadi. Toujours par rapport à la rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats, Kikadi, toute main tendue doit être considérée. Bayrou. Bonne réponse. Ce matin, une matinale. La classe à Dallas. Il balance le truc comme ça. Bon, on est en train de se faire défoncer. Enfin, je suis en train de me faire défoncer. Allez, dernière possibilité pour. Allez, on fait un chamboule-tout. Là, il faudrait peut-être dans un autre registre, peut-être. Diane, on fait un chamboule-tout. Oui. On fait un chamboule-tout. Oui, vous pouvez, parce que là... C'est quoi le chamboule-tout? C'est quoi le chamboule-tout? Je prends les points de l'autre? C'est vous qui gagnez. Si vous répondez, vous gagnez. Allez, on y va. Facile. Kikadi, si on ne fait pas de réforme, on dira, voilà, le quinquennat du président est fini. Borne? Non. Édouard Philippe. Gérard Darmanin. Diane est très forte quand même. Diane qui met le but en or là. Non mais là je suis obligé de m'incliner. J'ai envie de dire, Tom, je suis désolée. Malgré le chamboule tout. En fait, je pense qu'il faudrait changer le registre des questions, peut-être des questions sur le tennis, peut-être sur les maillots de bain, les types de t-shirts. Ouais, c'est ça. Des choses comme ça. Des choses plus à mon niveau finalement. Vous allez faire. Pas dégrader le jeu. Permettez-moi de vous dire que vous parlez de maillot de bain, vous êtes retrouvé à poil, 10-0. Non mais allez faire ça sur Énergie 12 par exemple. C'est une idée. Attendez, je passe un coup de fil. Et on les aime beaucoup, Énergie 12, bien sûr. Vous restez avec nous dans un instant. Vous restez avec nous, Diane. Et dans un instant, le coup de cœur de Philippe bravo, David. Diane. Franchement, c'était très beau. Pour l'Assemblée nationale qui a reconnu le Holodomor important, bien sûr. On fera ça fait du clic sur les réseaux sociaux et puis le tour de table de l'actu des vraies voix. Et même Tom Conan pourra parler. À tout de suite. C'est un bon cru encore aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous et Olivier d'Artigol est avec nous. Tom Conan est avec vous et nous et vous aussi. 0826. En tout cas, je suis là. Ça, c'est certain. On a bien compris que vous étiez là. Oui, on sent bien le poids. On sent la lassitude d'ailleurs d'un certain côté peut-être. Non, ça viendra pas de moi. Autant Philippe David dit des trucs, autant moi je ne me permets pas. Non, on plaisante. Allez, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Tout de suite, c'est le coup de cœur de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de cœur pour l'Assemblée nationale qui a voté hier la reconnaissance du Holodomor comme génocide. Alors qu'est-ce que le Holodomor? Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est le génocide par la faim, d'un génocide qui a fait 2,5 millions à 5 millions de morts en Ukraine entre 1932 et 1933. Un génocide organisé par Staline. Alors le Parlement européen avait qualifié le Holodomor de crime contre l'humanité en 2008, de génocide en 2022. Un Holodomor, pour celles et ceux qui voudraient se renseigner dessus, parfaitement décrit dans le livre noir du communisme, pour un livre et dans un superbe film, Dans l'ombre de Staline, sorti en 2019. Alors un génocide qui n'a pas été commis par les Russes, mais par Staline, un Géorgien, et par
par l'appareil de terreur soviétique, Staline ayant fait 20 millions de morts au compteur. Alors, les communistes sont les seuls à avoir voté contre, considérant que les parlementaires n'étaient pas légitimes pour se substituer aux historiens et aux juges. Nous refusons de contribuer à la politisation des enjeux de mémoire et d'histoire, a expliqué le député Jean-Paul Lecoq. Je trouve ça assez surprenant, car la loi condamnant la négation des chambres à gaz avait pour auteur un député communiste nommé Jean-Claude Guessot, à croire qu'il y a des victimes qu'on ne veut peut-être pas voir pour raison idéologique. Bravo donc aux députés pour avoir mis un nom sur une des plus grandes tragédies de l'histoire. Je suis, comment dirais-je, écartelé à peine. Je serais assez d'accord sur le plan du principe avec le député communiste qui a considéré que ça n'était pas le rôle de l'Assemblée nationale de légiférer là-dessus, en quelque sorte. Mais en même temps, elle l'a tellement fait que, après tout, il n'était pas inutile de rajouter cette tragédie collective. On pourrait en trouver d'autres sous Staline, qu'on n'a pas... Et peut-être ailleurs aussi. Donc, je pense que c'est bien. L'extermination des koulaks, voilà, etc. Sous Staline, il y en a tellement. Je suis d'accord avec Philippe David. Je peux pas... Ça m'étonne pas de vous. Je peux pas dire mieux. Ça m'étonne pas. Mais c'était pas une attaque contre vous, Olivier. Non, bien entendu. Non, mais c'est les épaules larges. Et je suis d'accord avec vous. Et ce que vous avez dit dans votre billet. Non, effectivement, c'était pas mal, et en effet, c'est pas toujours, c'est des. Non, mais c'est que c'est pas les crimes qui sont forcément les plus connus, malheureusement. Vous faites un micro-trottoir, s'il y a 5% des gens qui connaissent de l'Holodomor dans la rue, c'est le maximum. Et après, bon, le livre noir du communisme, il me semble que bon, c'est pas toujours super exact. Enfin, j'ai pas forcément. Ouais, mais il me semble qu'il y a quand même quelques inexactitudes. Mais bon, je suis pas du tout un spécialiste de ce sujet, mais en tout cas, c'est très bien que l'Assemblée s'en saisisse. Par contre, le film absolument à voir, Dans l'ombre de Staline, un film magnifique qui raconte une histoire vraie. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on trouve en top tendance ce soir? On trouve Pif Gadget, Picsou Magazine et le Gorafi, pardon. Un Picsou Magazine, ouais, le Gorafi. C'est la fatigue. Vous m'avez fatigué. Gadget. Ça vole haut, la Picsou Magazine, Pif Gadget. Allez. Ben oui, attention, ceci n'est pas le Gorafi, mais bien le Figaro, écrit le compte Twitter anarcholuchiste en partageant un article du Figaro, le vrai, dont voici le titre. Vous allez voir, le sujet est pourtant très sérieux. En cas d'énorme crise, le président peut s'en remettre aux électeurs, dit Emmanuel Macron au journal Pif Gadget. Voilà, ou quand le canal utilisé retient davantage l'attention que le propos. Pour recrédibiliser sa parole, trouver une solution à la crise, le président Macron décide de répondre aux lecteurs de Pif Gadget. Jusqu'où descendra-t-on? Même le Gorafi n'aurait pas imaginé ça. Tweet signé Éric Anceau, mais beaucoup ont pensé la même chose, au point de hisser le faux journal spécialiste des canulars, des fausses nouvelles, en tête des expressions les plus utilisées sur le réseau social. Emmanuel Macron, dans Pif Gadget, on a basculé et on vit dans un Gorafi permanent, mais un Gorafi qui a des conséquences graves sur la vie des gens. Écrit par exemple Béatrice Rosen. Le vrai Gorafi, de son côté, tweet aujourd'hui: Emmanuel Macron propose finalement la retraite à 63 ans et 12 mois. Voilà. Je vous précise cette fois que c'est le vrai Gorafi, donc une fausse nouvelle, contrairement à l'interview dans Pif Gadget qui, elle, est bien réelle, si vous m'avez suivi. Bon, en tout cas, tout cela pour effet de mettre aussi, c'est un effet collatéral, Picsou Magazine en top tendance. Certains se remémorent les origines communistes de Pif Gadget qui étaient liées au journal L'Humanité. Alors sur Twitter, par exemple, Pétaramèche écrit: l'incompétence de l'Élysée va jusqu'à communiquer dans Pif Gadget alors que tout son électorat lit Picsou Magazine. Excellent. Alors, c'est bon. Le petit chien est apparu en 1950 dans l'UMA. Puis après, en effet, ça fait partie de la presse communiste. Jusqu'à un achat récent. Vous avez biberonné avec Pif Gadget. Mais vous savez, l'entretien est intéressant. Bon, il a été, c'est le 20 février. Je pense qu'il a eu lieu. Certaines réponses ne seraient pas avec la même musique. Mais il y a une question. Alors, c'est des jeunes collégiens. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, dans votre activité? Et la réponse est l'échange. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup. Il est intéressant de voir que, évidemment, il est plus facile de parler à Pif Gadget que de convaincre les syndicats lorsqu'il aura à les rencontrer. Oui, mais pour être sérieux, il y a tout de même quelque chose chez Emmanuel Macron, j'ose le dire comme Françoise n'est pas là, en dépit de quoi la fleur sur le lieu de travail. En dépit de sa dureté interminante, je pense qu'en effet,
et je le dis sans dérision aucune, il y a encore de l'enfance chez lui. Mais je n'irai pas jusqu'à... Je viens de faire un rapprochement, je disais Pif Gadget quand j'étais gosse, le chat s'appelait Hercule et pas Jupiter, par contre. Arrêtez de vous comparer à Emmanuel Macron. Mais je ne me compare pas à Emmanuel Macron, je parle de Pif Gadget. Oui, mais vous lisiez aussi Pif Gadget. Mais c'était bien Pif Gadget. Vous lisiez pas Pif Gadget? Vous lisez. C'est-à-dire qu'il lit toujours. Abonné. Mais en fait, cette stratégie consistant à utiliser effectivement un média original pour faire parler. Houellebecq, il avait fait ça il y a quelques années. Il avait publié sa seule interview pour un bouquin dans 30 millions d'amis. Et c'est vrai que c'est une bonne stratégie finalement. Il aime les bêtes. Hein. Bah ouais, il aime les bêtes. Il avait un chien Forgy, je ne sais pas, Forgy. Mais à quand Emmanuel Macron dans T'es fou le matin sur TF1? T'es fou. Bah ouais. Pour les enfants de 0 à 4 ans. Oui. Après, moi, j'étais plutôt sur Mickey Parade. Je sais pas si les gens connaissent Mickey Parade. Allez, on y va. C'est assez bien aussi. Autre sujet beaucoup plus sérieux, malheureusement, le mot SAMU en top tendance, Félix. Oui, avec cet enregistrement de samedi après-midi qu'on entendait tout à l'heure, l'appel téléphonique au cours duquel un interlocuteur du SAMU des Deux-Sèvres expliquait qu'il n'avait pas le droit d'intervenir à Sainte-Soline pour secourir les blessés, malgré les remontées de terrain qui faisaient état d'une accalmie dans les affrontements. Beaucoup s'en emparent de cet enregistrement en dénonçant les mensonges du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait nié dans un premier temps que les gendarmes aient pu tirer au LBD depuis des quads en marche, avant finalement de faire marche arrière, de se rendre à l'évidence devant les images filmées de la scène. De son côté, face à la polémique, le SAMU 79 intervient en tweetant, je cite, le SAMU des Deux-Sèvres, « La justice fera son travail et nous nous mettrons à leur disposition pour leur donner l'ensemble des informations nécessaires comme nous le faisons dans chaque enquête. Sachez quand même qu'envoyer une ambulance en zone d'affrontement, c'est pas recommandé, de l'oxygène avec le risque d'explosion. O2 plus gaz, combustible plus source de chaleur, engin explosif ne font pas bon ménage. Au vu de la situation, nous avons pris le risque de l'envoyer sous protection pour prendre en charge les victimes. » Voilà pour la mise au point du SAMU des Deux-Sèvres sur Twitter. Merci beaucoup, Félix. Restez avec nous dans quelques instants. La suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Et puis on reviendra sur ce coup de projecteur sur la CGT, la nouvelle journée de mobilisation hier qui rassemblait un petit peu moins de monde, mais quand même. Et on se demande si finalement le gouvernement ne joue pas la lassitude. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. Vous nous dites que oui, vous nous dites que non. On parle de pourrissement aussi. Quel est votre avis sur la question? On vous attend dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix. On est ravis de vous retrouver. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait bien du plaisir. Nombreux comme on dit. et nombreuses. Et nombreuses, exactement. Oh là là, oui, nombreuses et nombreux. Alors je ne sais pas dans quel sens c'est mieux en tout cas. Ça nous fait très plaisir de vous avoir de plus en plus nombreux. Vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube et vous abonner. Clique et faire abonner bien sûr tous les membres de votre famille. Même les animaux doivent s'abonner à la chaîne Les Vraies Voix de Sud Radio. En attendant, le Philippe DJ est avec nous. Olivier D'Artigol est avec nous, Tom Conan est avec nous avec son livre Pollution chez Albin Michel. Voilà. Allez, tout de suite, c'est le coup de projecteur. Non. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Mais vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Je sais pas pourquoi vous dites le coup de projecteur alors que c'est le tour de table. C'est quand même incroyable. Vous imitez ma voix pour faire un mauvais lancement. Je vous imite bien alors. Hyper bien. Philippe Bilger, on revient sur l'entretien d'Emmanuel Macron dans le magazine. Absolument, Cécile, je vais aller très vite puisqu'on l'a évoqué. Je voudrais insister, et sans m'en moquer, sur la part d'enfance, le facteur ludique qui existe dans la personnalité de ce président, dont j'ai parfois l'impression qu'il ne prend pas la politique au sérieux, qu'il y va avec une forme de désir esthétique, de provoquer, de surprendre, de se retrouver au niveau de ce qu'il y a de plus tranquille dans la société, de plus serein. Il n'est à Pif Gadget, il n'est pas contredit. Il peut répondre de manière brillante, comme lorsque il avait fait cet entretien devant les autistes, et qui avaient été eux-mêmes très brillants. Mais il y a encore une fois, c'est peut-être cet alliage rare chez ce président de gravité souvent surjoué, avec cette part d'enfance un petit peu agaçante, mais qui peut susciter peut-être une forme d'estime pour cet homme qui n'a pas su grandir. Olivier D'Artigol qui sourit. Non, parce que tout cela est juste et très bien exprimé. Mais l'approche aujourd'hui psychologisante,
de la personnalité d'Emmanuel Macron, je pense qu'on est allé au bout du bout, on en a beaucoup parlé, il y a eu des formules qui ont fait date. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que notre pays ne va pas bien, c'est qu'il y a un cumul de crises, et qu'il y a aujourd'hui à l'Élysée une personne qui ne propose pas au pays, et qui même prend la direction opposée, un apaisement, quelque chose qui pourrait permettre une pause, quand même, je reprends un terme syndical. Et je crois qu'il y a là plus qu'une faille psychologique ou narcissique, avant tout un choix politique. Mais ça amènerait je crois aujourd'hui que le choix politique l'emporte sur sa personnalité, qui accompagne ce choix politique. Mais je crois qu'il veut cette politique du bras d'honneur, pour reprendre là aussi une expression, une image qui a circulé. Oui, moi je suis effectivement pas fan non plus des approches psychologiques, même si elles peuvent exister, mais c'est qu'on est fan en France de la théorie, la théorisation sur le roi étant le président. Il y a toujours un nombre incalculable de livres qui sont publiés par an, qui m'intéressent absolument pas sur ce genre de considération. Bon, il y a des lecteurs apparemment, et puis des éditeurs, semble-t-il, aussi, qui suivent ces projets-là. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Effectivement, il y a tellement de grosses questions, j'ai envie de dire, qui sont absolument intéressantes à regarder. Par exemple, aujourd'hui, on n'en a pas spécialement parlé dans cette émission, mais dans d'autres plateaux, dans d'autres émissions, sur la question de l'inflation, par exemple. Aujourd'hui, c'est ce qui obsède tout le monde. C'est lié également à la question de la dette, c'est lié aux impôts. Tous les sujets sont finalement rebattus par cette question-là. C'est beaucoup plus la manière de traiter ces gros points qui feront de Macron et de son second mandat quelque chose d'utile ou de nuisible ou d'inutile. C'est bien Emmanuel Macron, dans une interview Fleuve, qui avait dit que le peuple français n'avait pas fait le deuil de l'image du roi. Oui, c'est ça. Absolument. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, et c'est probablement pour pallier mes propres insuffisances sur le plan politique, c'est le fait que je crois que de plus en plus la psychologie des présidents prend une place capitale. Et je dirais, depuis Nicolas Sarkozy, on explique bien mieux, me semble-t-il, les politiques par la psychologie des personnalités que par le travail de fond qui, de toute manière, est entravé par les limites que nous pose le réel national comme international. Et ça, c'est parce que là, sinon, il reste 2 minutes 45 pour 2 tours de table. Très rapidement. Olivier d'Artigol. L'un des aspects de la souffrance au travail, c'est fixer à une personne un objectif qu'il ne peut pas atteindre. Ça met les gens dans une situation impossible. C'est aujourd'hui le cas d'Elisabeth Borne. Parce que quand le président lui dit « vous avez 3-4 semaines sans coalition gouvernementale, mais en allant chercher aux marges de la majorité, qui est aujourd'hui une minorité présidentielle, des personnalités ou à gauche ou à droite pouvant permettre de créer cette majorité peut-être ric-rac mais solide, pour aller vers des textes qui ne seraient plus des textes cathédrales, mais des textes où on pourrait, avec moins d'ambition, mais les passer. Au regard de la configuration, l'objectif aujourd'hui n'est pas atteignable. Et donc il y a une forme, si ce n'est de perversité, de calcul politique, qui est de fixer un objectif qu'elle ne peut pas atteindre, que on puisse le constater au moment où la décision du Conseil constitutionnel tombera, ce qui lui permettra d'avoir une fenêtre de tir, un moment politique pour changer le casting à Matignon. Certains noms commencent à circuler, vous allez avoir à les commenter dans les prochains jours, quand bien même la Macronie a toujours un problème de ressources humaines qu'on avait noté lors du dernier remaniement, mais il y a des noms qui commencent à circuler, de Normandie, qui a été exfiltré à un moment donné, qui pourrait revenir, qui n'a pas été abîmé par la dernière séquence, peut-être un retour d'un baron du macronisme en la personne de Richard Ferrand. D'autres voient des profils plus politiques, type Darmanin ou Bruno Le Maire, mais dont certainement Emmanuel Macron ne souhaite pas l'arrivée à Matignon. Le maire, c'est clair. Le maire, ce serait... Tom, rapidement, la consommation d'aliments gras et sucrés modifie notre préférence alimentaire. On aime bien manger de la malbouffe, on aime bien manger des frites, des friandises, Parlez de vous, là. Voilà, du chocolat, des trucs dégueulasses le soir devant la télé. En tout cas, beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Et on sait évidemment qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré depuis longtemps qu'une alimentation qui est trop sucrée et trop grasse est suspectée de favoriser pas mal de troubles métaboliques, notamment l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Ça,
tout le monde le sait évidemment. C'est pour ça qu'il faut éviter d'en manger. Mais en fait, ce qui a montré une nouvelle étude, je trouvais ça intéressant, publiée le 22 mars, donc c'est tout récent, dans la revue Cell Metabolism, elle suggère en fait quelque chose d'un peu plus grave encore, plus puissant encore, c'est que au fait manger des aliments gras et sucrés, donc disons la malbouffe en général, qui contient des deux en général, même en petite quantité et sur courte période, agit sur notre activité cérébrale et donc en fait nous incite à en vouloir toujours plus. Et ça c'est très intéressant parce que même ceux qui mangent de manière assez saine, mais qui de temps en temps une petite barre chocolatée, un peu de frites, etc. Parlez de Philippe David là. Voilà, ça peut concerner pas mal de personnes. Enfin l'explication de certaines défaillances intellectuelles. Voilà, non mais il y a une accoutumance et cette accoutumance nous invite à toujours vouloir en manger davantage. Donc en fait, c'est quand même extrêmement pernicieux. C'est extrêmement pernicieux. Moi, je pense que le sucre en particulier, on n'a jamais dit assez sur les méfaits du sucre. Bien sûr. En tout cas, on accepte que vous ayez une dépendance aux vraies voies et voilà. c'est bon pour la santé. Oui. On vous le dit. Vous restez David avec n'a nous. pas pris son petit chocolat là? Non. On essaye d'arrêter. Mais t'as encore un petit bout de chocolat, les Ne nous cherchez pas. Vous savez, c'est ce que je disais à Philippe Bilger. À force d'apporter des petits encas à 18h, on s'est créé une faim que normalement, naturellement, on ne devrait pas avoir. Donc à 18h, c'est dramatique. Et ça ne s'arrête jamais. On essaye d'arrêter. On voudrait repasser en taille 36. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous ne sommes pas tous seuls puisque les vraies voix sont avec nous. Philippe Bilger est avec nous, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, est avec nous, Tom Conan qui est auteur Pollution, publié chez Albin Michel, et vous au 0826 300 300, c'est les vraies voix. On est ensemble avec eux jusqu'à 19h. Tout de suite le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et selon la CGT, une journée de mobilisation d'hier, par exemple, a rassemblé plus de 2 millions de manifestants en France, un chiffre en baisse par rapport à jeudi dernier, mais l'arrivée de la jeunesse dans les cortèges pourrait contrecarrer le plan du gouvernement qui semblerait pallier, en tout cas, ou parier sur l'essoufflement du mouvement, et pas forcément. Absolument, Cécile. Et le président du RN, d'ailleurs, Jordan Bardella, est du même avis. Selon lui, Emmanuel Macron jouerait à la fois sur l'épuisement, car il sait que beaucoup de nos concitoyens n'ont plus les moyens financiers de faire la grève, puisqu'on n'est pas payé quand on fait grève, et que laisser pourrir le mouvement, laisser durer le mouvement, c'est le meilleur moyen qu'il s'éteigne de lui-même. Alors est-ce que vous pensez, vous, que le gouvernement joue sur la lassitude des grévistes, joue sur la lassitude des Français, joue sur la lassitude du mouvement social, ou vous pensez le contraire? On vous attend au 0826 300 300. Je crois que c'est sans appel à cette question. Est-ce que le gouvernement joue sur la lassitude à plus de 99%? Pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, vous dites oui, et on va en parler avec Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Bonsoir Luc Faré, merci d'être avec nous en direct. Philippe Bilger. On joue dessus ou pas? Le pouvoir joue d'autant plus sur le pourrissement et la lassitude qu'à mon sens, jusqu'à maintenant, sauf à espérer un conseil constitutionnel qui le sort totalement d'un embarras à la fois politique et juridique, il n'a pas d'autre ressource que de compter sur le pourrissement. Alors je suis persuadé que ce désir de voir l'opposition se pourrir risque d'être mal accueilli dans la mesure où il est évident que malgré la baisse quantitative à chaque journée, d'ailleurs très relative. Pas à chaque journée. Non, mais pas à chaque journée. Hier, c'est un petit peu en baisse par rapport à la semaine précédente, mais nous avions une remontée la semaine précédente. Et si vous regardez simplement les manifestations à Paris, hier, c'est la deuxième plus grosse manifestation selon les chiffres de la police. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui existe. Il y a un certain nombre de Français qui veulent absolument montrer au gouvernement leur désaccord avec cet allongement de la durée légale de 62 à 64 ans. Et je vais même aller encore plus loin. La balle est un peu dans le camp du gouvernement et du président de la République. L'intersyndicale a proposé au gouvernement et au président de la République d'ouvrir une médiation. Ça se traduit peut-être par une proposition de rencontre de la Première ministre qu'elle a évoquée. Moi, je lui réponds, en tant que secrétaire général de l'UNSA, oui, allons-y, c'est une porte qui s'en trouve, mais
il faut parler des retraites. Bien sûr. Et il faut parler de l'âge légal. Et il faut parler du financement, et du système de retraite. Si on fait bien une discussion et, je vais le dire, une négociation sur ce sujet, alors on a une porte de sortie par le haut. Et j'appelle le gouvernement et la Première ministre à agir dans ce sens. Et c'est vraiment... il ne faut pas penser que ça va s'arrêter. Le 6 avril, on continue. Et on va continuer parce qu'on a la certitude que les Français n'ont pas besoin aujourd'hui de travailler 2 ans de plus dans ces conditions. Pour terminer, je ne voulais pas dénoncer, si vous voulez, l'approche quantitative ne m'apparaissait pas fondamentale. Il est sûr que l'élan continue à exister, mais en effet, lundi ou mardi, on verra l'attitude de l'intersyndicale. La Première ministre parlera-t-elle des retraites ou non? Philippe Bilger, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, sur le fait qu'il attendait le Conseil constitutionnel. C'est quoi la bonne formule? C'est d'attendre que le Conseil constitutionnel retoque, comme ça il se dit, bah c'est pas moi qui baisse la garde, c'est eux et ça revient, ou qu'il valide ça? C'est quoi? Alors, ce que je suppose, Cécile, c'est que jamais le Conseil constitutionnel n'a retoqué l'ensemble d'une loi. Là, il y aura probablement des secteurs, peut-être, de la loi, et peut-être là, on abuse de la relation difficile entre Laurent Fabius et Emmanuel Macron, mais je pense que ça donnera paradoxalement un peu d'air au pouvoir que de voir certains aspects de la loi discutés. Attention à une chose sur ce qui sera la décision du Conseil constitutionnel. On nous dit qu'il pourrait y avoir que les articles qui ne relèvent pas des finances, puisque c'est un PLFSS rectificatif. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour l'exercice actuel, 15 jours après le PLFSS. Et donc, qu'il pourrait y avoir, bon, premier choix, on enlève les articles, index senior, CDI senior. Mais l'addition d'articles limitant le temps de parole, des articles y compris du règlement intérieur du Sénat, tout ce qui s'est accumulé peut altérer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans qu'il n'y ait eu au final de vote, aucun vote à l'Assemblée nationale. 2 lignes rouges de Laurent Fabius lorsqu'il s'est exprimé très rarement dans les médias. Il avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de cavalier législatif, et donc qu'on n'utilise pas une loi pour faire passer quelque chose qui devrait relever d'une loi ad hoc. On voit bien que le débat qu'on a eu dans le pays, c'est pas un PLFSS rectificatif. Et 2, il avait dit, attention, il faut que le Parlement puisse voter. Mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a aujourd'hui une question démocratique qui est posée avec tout ce que vous venez d'expliquer, avec l'accumulation des éléments. Et moi je suis frappé par la réaction, non pas que des organisations syndicales, par rapport à l'utilisation du 49.3. On voit bien que là, le président de la République a dévoyé le système démocratique de notre Constitution. Et j'ai envie de dire, il y a une possibilité de sortie aussi si le président de la République utilise l'article 10 de la Constitution, c'est-à-dire lui permettre au Parlement de revoter. Et puis on verra ce que dit le Parlement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vraie majorité autour de ce texte. Il y en a même... Mais je crois qu'il n'y en a pas. Vous voudriez que le Parlement revote? Tiens, on vous attend au 0826 300 300. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que le Conseil constitutionnel, par le passé, il a quand même montré à plusieurs reprises son indépendance. Il y a une vraie indépendance par rapport au pouvoir, en tout cas formellement parlant. En tout cas, on espère. Et surtout, vous savez, alors je crois que c'est en 71, la décision liberté d'association, quand le Conseil constitutionnel prend son indépendance, donc quelques 2 ans, si je ne me trompe pas, après la mort de Général de Gaulle. Donc évidemment, ça coïncide aussi avec cette période historique. Et donc depuis, il y a eu beaucoup d'hypothèses où le Conseil constitutionnel, il a pu avoir des positions qui pouvaient être surprenantes, indépendamment des couleurs politiques du président du Conseil constitutionnel et de ses membres, etc. Donc en fait, on peut parfaitement s'attendre à une approche de rigueur de ce point de vue-là, d'un point de vue du droit. Et il y a en effet une opportunité démocratique là, fondamentalement. Oui, mais ma question était de poser, est-ce que ça arrange Emmanuel Macron qu'on
quelque part qu'on le retoque en disant je ne perds pas la face, c'est pas moi qui baisse la garde. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça l'arrangerait parce que c'est je veux dire, en tout cas, ça permettrait de revenir dans le circuit. Peut-être, mais d'être désavoué par la Conseil constitutionnel, c'est quand même assez humiliant. Ça montre quand même qu'il aurait, évidemment, c'est à employer le conditionnel, il aurait dévoyé le sens, l'esprit des institutions dans son intérêt. Entre deux feux. Le Conseil constitutionnel peut également s'exprimer autour du référendum qui a été déposé. Et je rappelle que si on entre dans ce process de référendum, eh bien, on a une possibilité de suspendre la promulgation de cette loi. Et moi, je le demande au président de la République, je lui demande de ne pas promulguer cette loi. Et je le dis, il faut saisir toutes les occasions pour que le dialogue se rouvre en France. Pour éviter les casseurs. Bien sûr, mais on part au standard avec Diane au 0826 300 300. Diane. Oui, rebonsoir. Bonsoir. Voilà, non, moi je suis tout à fait. De toute façon, il ne sera pas retoqué. Ça sera sûr et certain, ça ne sera pas retoqué. Elle est passée cette loi et elle y restera. Et il va y avoir quelques arrangements là-dedans et c'est tout ce qu'il va y avoir. Et elle sera passée et alors elle passera. Et tout ce qu'il attend Macron, c'est que ça se dégénère comme les gilets jaunes. Là actuellement, c'est en train de se passer et c'est en train de bien se passer même sur Paris quand vous regardez. Il va y avoir tellement de casse que les autres Français comme moi, comme les autres, on en a commencé à en avoir marre de la casse. Pourtant, je suis contre cette loi, mais on en a marre de les voir tous dans la rue, tous, parce qu'en plus de ça, nous sommes en République. Et la République, il n'y a même pas un an, on a voté. Mais il y a un an qu'on a voté et on l'a remis en place. Et ils viennent après dans la rue faire des casses, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis une républicaine, j'ai été votée, même si je n'ai voté contre lui ou pas contre lui, j'ai été votée. On l'a mis au premier tour, il a été élu au premier tour. Donc, c'est-à-dire au deuxième tour, il a été au premier tour, les gens l'ont remis. Il y avait de quoi quand on dit qu'il a été élu, mais que c'est contre. Non, au premier tour, il a bien été élu pour le deuxième tour. Donc, il a bien été élu démocratiquement. Donc maintenant, les gens arrêtez d'être dans la rue et assumez votre vote, assumez-le. N'importe qui, tout le monde, les PS, les M, les NUC, tous, assumez votre vote. Et arrêtez de casser dans la rue. Restez avec nous, Diane. Simon nous appelle au 0826 300 300 de Perpignan. Décidément, la colère monte à Perpignan. Oui. Bonsoir Simon. Bonsoir Cécile et Philippe, et ainsi qu'à vos interlocuteurs sur le plateau. Simon. Bon, effectivement, je rejoins ce qui a été dit concernant les Gilets jaunes, d'autant plus qu'il a décrédibilisé ce mouvement des Gilets jaunes par tous les moyens possibles et imaginables pour faire monter la violence. Là, il fait exactement la même stratégie, hein, et on sait que ça va lui être favorable. Bon, en tant qu'autocrate, comme ça a été dit par Olivier d'Artigol, il décrédibilise également les oppositions, qui sont des oppositions qui lui rendent service, surtout LFI, la NUPS par contre, parce que évidemment, au lieu de s'associer et d'avoir voté les motions de censure ou la motion référendaire pour des histoires d'idéologie juste politique, ils ont permis à M. Macron de gagner la partie et ils ont surtout mis le peuple dans la rue. Et je pense qu'ils devraient se regarder dans un miroir pour voir un peu la responsabilité uniquement par idéologie. Donc évidemment, M. Macron là joue sur du velours. Il sait que de toute façon, ces deux oppositions sont incapables de s'entendre, mais je pense que tout le monde devrait se poser la question, ou tous les politiques, on est en train d'entacher la démocratie, de favoriser l'abstention les prochains coups, et M. Macron qui croit qu'il a un quitus de 5 ans va se permettre de faire tout ce qu'il veut, d'autant plus, lui sa seule ambition c'est d'avoir un poste encore plus important au niveau de l'Europe. Et comme chacun ne voit que son intérêt propre et non pas l'intérêt général, bon voilà, on va aboutir à ce résultat-là. Voilà, et moi j'estime que tout le monde est fautif là-dedans. Hein. Simon, restez avec nous. Philippe Bilger voulait réagir. De voir dans le point de vue antérieur, celui de Diane, à quel point ça pourrait être en effet une visée du pouvoir, c'est-à-dire qu'on considérait qu'à un moment donné, il sera perçu comme, j'allais dire, le parti de l'ordre, quand l'opinion publique, si ça arrive, en aura assez, peut-être pas de la contestation politique de la loi, mais du désordre qu'entraîne cette contestation dans la rue. Luc Faré. En tout cas, moi, ce que je tiens à dire ici, c'est que nous avons manifesté 10 fois. Ça s'est passé moyennement la dernière fois, mais hier c'était parfait. L'avant-dernière fois, oui, c'est ça. C'était une manifestation qui s'est bien déroulée, dans le calme, bien sécurisée par les forces de l'ordre, et dans lequel, sur Paris,
il y a eu évidemment quelques interpellations, mais les forces de police ont fait leur travail et ont assuré la sécurité de l'ensemble des manifestants. Et je suis sûr que jeudi prochain, ce sera la même chose. Et donc, il y a un enjeu démocratique pour mais le Luc, pouvoir. Ça peut durer combien de temps? Alors, la balle, elle est dans le... comme les gilets jaunes qui ont été arrêtés par l'épidémie de Covid. La balle est bien dans le camp du président de la République, dans lequel nous souhaitons, au niveau de l'intersyndical, qu'il ne promulgue pas cette loi. Luc, pardon, Olivier d'Artigol, mais Luc, le 6 avril, c'est le début des vacances scolaires. Ça veut dire que ça peut être une manifestation reconductible de jour en jour, puisque certains sont en vacances. On n'est pas sur ce format de reconduction. On est sur des mouvements forts, déterminés, précis, et qui permettent aux Français de participer. Et on voit que ça marche. Je rappelle ce qui s'est passé dans notre pays depuis la présentation à la mi-janvier de ce texte. Le pays, presque tout entier, ne veut pas des 64 ans. 9 salariés sur 10, 6 ou 7, le front syndical. Et nous avons eu des témoignages très puissants, très directs, très clairs, de la France au travail, notamment en fin de carrière, où un salarié sur 2 qui liquide ses droits, qui part à la retraite, n'est déjà plus en activité. Le président lui-même, sur le premier quinquennat, les gens de la mémoire, avait dit « bon courage !» déjà pour aller à 62 ans. On a eu des témoignages d'une force sur l'antenne de Sud Radio, très régulièrement. Donc il fallait traiter de ces questions-là, des fins de carrière. Et il fallait d'abord. On nous a promis une loi avant l'été pour les emplois des seniors. On voit bien que les gens travaillent jusqu'à 62 ans. Quand bien même ils ne lâcheraient pas l'affaire, ça ferait un tsunami de ressentiment dans le pays, d'un sentiment aussi d'humiliation qui pourrait nourrir des secousses dans les mois à venir d'une société cocotte-minute. Je ne peux pas vous dire quand, comment, mais ça ne restera pas. Parce que là, tout le monde dit que ça cristallise des colères. Si on fait le dos rond, ça va passer, ça ne passera pas. Il y a quand même un point, c'est que il reste 4 ans de mandat. Honnêtement, même si le Conseil constitutionnel ne retoque pas, même si la loi est appliquée, même si elle est promulguée, ce que je souhaite pas du tout personnellement, il y aura une impossibilité de gouverner. C'est impossible, même en changeant la tête d'un Premier ministre, même avec un remaniement important. Et avec une majorité relative. Avec majorité relative, aucun texte important ne pourra passer. C'est pour ça qu'on demande vraiment une sortie par le haut, et que cette sortie par le haut, il n'y a pas 36 solutions, c'est on ne promulgue pas la loi et on se remet autour de la table pour vérifier, construire ensemble et parler du travail, parler des conditions de travail, parler du travail des seniors. Luc Faré, vous y croyez, vous, sincèrement, au fond de vous? Est-ce que vous croyez que les choses peuvent se remettre sur la table? Parce que c'est intéressant. C'est la seule solution. Sincèrement. Non, mais est-ce que vous y croyez? Oui, parce que sinon je ne serais pas en train d'expliquer pourquoi on peut sortir par le haut. Parce que il y a une faute politique. Cette faute politique, tout le monde l'a bien noté. Maintenant, la décision, elle appartient au gouvernement et au président de la République. Je le redis ici, nous pouvons nous remettre tous autour de la table et trouver les bonnes solutions de financement si cette question est posée, et surtout parler des conditions de travail afin que nous puissions aller vers la retraite à 62 ans. La forme de promulgation, c'est un rêve. Non, mais il y a quelques exemples. Il y a quelques exemples dans l'histoire constitutionnelle. Voilà, et c'est d'ailleurs même on considère que c'est une coutume constitutionnelle. Elle n'est pas dans le droit, mais elle est dans la pratique, et donc elle a une valeur juridique de ce fait. Merci en tout cas à Luc Faré de vous être déplacé jusqu'à nous, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Vous restez avec nous dans quelques instants, la suite. Des vraies voix au 0826, ça sonne beaucoup. 300, on vous attend au standard. À tout de suite. C'est la dernière ligne droite des vraies voix, 0826 300. On vous dérange pas, les garçons? On est de retour. Bonsoir. Ça va, on vous dérange pas? Non, on prévoyait si vous voulez une soirée en boîte de nuit. Oui, vous ferez ça à la cafette. À la cafette. Oui. Bien la cafette. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Tom Conan et avec Olivier d'Artigol, et une réaction au 0826 300. Et c'est Sandrine qui est avec nous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Les vraies voix, et bonsoir à tout le monde. Oui, je voulais juste réagir par rapport au premier sujet. Oui. C'était par rapport donc aux impôts.
Oui, aux impôts. Bon, voilà, moi, c'est pareil, je suis indépendante, agricultrice. Ouais. Donc, je paye beaucoup, surtout en vieillissant. À partir du moment que l'entreprise, après, il y a un certain chiffre d'affaires qui se fait. Donc, effectivement, entre la MSA, les charges sociales qui sont énormes, ainsi qu'après, les impôts. Et en plus, par-dessus tout, il manque souvent des enseignants au niveau du service dans les lycées agricoles. Et il manque un professionnel, on va dire. C'est toujours pareil, c'est compliqué parce que c'est que 2 ou 3 heures quand c'est spécifique. Il fallait faire venir une personne pour 3 heures d'un côté de l'autre. Donc en plus, je travaille en tant que vacataire. Et effectivement, je fais partie des gens qui payons. Mais ça me dérange pas. À la rigueur, payer les cotisations, ce qui est le service public qui puisse être un peu maintenu, je suis d'accord. Oui. Mais c'est vrai qu'il soit de qualité. Voilà, de qualité. Et là, il n'y est pas. Il n'y est pas parce que on le voit même dans les lycées, que c'est public. Bon, je fais une différence entre le public et les privés, enfin au niveau des MFR, que c'est complètement différent. Après, je le vois aussi, comme je dis à un moment donné, on n'est pas content. C'est vrai que tout le monde n'est pas content. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est voulu aussi à un moment donné l'assistanat? Est-ce qu'à un moment donné l'État le veut cet assistanat? Des fois, je me la pose la question. C'est une question. Et après, j'ai une autre question là-dessus. Je me dis que tous ces jeunes, à un moment donné, ou jeunes ou plus vieux, qui sont pas bien, qui cassent au lieu de pas casser. Mais je veux dire, on peut manifester sans casser, parce que moi je fais partie des gens qui ont manifesté, que je suis très en colère de ce qui se passe. Comme je dis toujours, de faire une réforme sur la retraite, il fallait peut-être réformer au niveau du travail, redonner l'envie, pas l'envie, mais le plaisir et même peut-être à un moment donné la récompense au bout. C'est ça qui est important, la récompense au bout. Et quel métier qu'on fasse. Le problème, c'est que je me dis, après tout, ces jeunes-là, ces gens-là, à un moment donné, il faut qu'ils réparent. Et au lieu d'aller en prison, ça sert à rien, travailler, au niveau de l'utilité publique. Et là, ils apprendraient à un moment donné à comprendre que pendant qu'ils ont tout cassé, démonté, et même au niveau incendie, peu importe ce qu'ils ont fait, à un moment donné, ce que ça peut reconstruire, ce que ça peut, à un moment donné, être long. Et à un moment donné, moi je suis contente, après tout je me dis, là au moins mon argent il aura servi à quelque chose. On va juste sur l'assistanat, c'est quand même une notion qui est quand même relative dans le sens où évidemment il peut y avoir des situations d'assistanat qui peuvent être choquantes de manière isolée. Néanmoins, quand on regarde sur l'ensemble de la période d'une vie d'une personne, vous pouvez avoir, même sans être très vieux, plusieurs moments de votre existence où vous vous retrouvez dans la merde et vous êtes assez content qu'il y ait de l'assistanat justement. Parce qu'à un moment donné, effectivement, c'est aussi un choix démocratique. Excusez-moi, l'assurance chômage, c'est pas de l'assistanat parce qu'on cotise. Non, mais est-ce que là, madame parlait d'assistanat, c'est pour ça que je me permettais de reprendre ce terme. Effectivement, voilà, donc ça peut arriver, mais en réalité, voilà, je prenais un exemple tout à l'heure d'une amie, elle bossait pendant 2 ans en auto-entrepreneur, on arrête du jour au lendemain son contrat, elle se retrouve au RSA, et elle est bien contente qu'il y ait de l'assistanat. Et pourtant, c'est quelqu'un qui bosse, c'est pas quelqu'un qui se lève pas le matin, elle est diplômée, etc. Donc, au fait, c'est très relatif. Évidemment qu'à certains moments, si on est chez une entreprise, qu'on gagne de l'argent, qu'on a des salariés, qu'on paye beaucoup de charges sociales, d'impôts et ça, je comprends très bien qu'il y ait cette sensation-là qu'il puisse avoir dans les esprits. Mais après, on peut se retrouver dans d'autres situations à d'autres moments de la vie. La vie est quand même assez longue. Hein. Oui, c'est vrai. Et tant mieux. Oui, tant mieux. Merci beaucoup, Sandrine, pour votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Olivier d'Artigol. Merci beaucoup, Tom Conal. Merci à vous. Désolé pour cette claque que vous êtes pris au Kikadi. C'est parmi. C'était violent. Merci pour ce soutien de l'équipe. C'était violent, mais c'était mérité. Oui. Il y en avait déjà eu un 10 € à ma connaissance. Mais parfois on me donne un petit point quand même pour sauver l'honneur. Là, ça n'a même pas été fait. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Allez, on vous aime quand même. Merci les gars. Restez avec nous dans un instant. Les entreprises, les vrais voix responsables. On va revenir sur les lauréats du trophée optimiste. Voilà, des entreprises qui continuent malgré les crises à avancer et à faire des propositions et à s'engager. À tout de suite.